la fonction du hasard dans les textes des surréalistes parisiens et des surréalistes belgratois, dont les représentants entretiennent des relations très étroites, pénétrées du même esprit d'insoumission et de révolte, dans la crise spirituelle survenue après la Première Guerre mondiale. Dans le surréalisme, qui a pour objectif de ressusciter l'homme total, réconcilier avec le monde et avec lui-même, la poésie s'identifie à la vie et l'écriture se transforme en investigation des profondeurs de l'inconscient. Le point de départ dans cette investigation n'est pas un effort conscient, mais l'abandon au courant irrationnel de la pensée et au jeu du hasard. L'aventure poétique, dans le sens se résume dans la comparaison célèbre de l'autre Hermon, vaut comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre d'un parapluie, à laquelle les surréalistes se réfèrent souvent, se déroule sur deux plans. Sur le plan de l'écriture, fondé sur l'automatisme psychique, sur le déroulement spontané de la pensée où les mots se rattachent les uns aux autres, indépendamment de leur signification habituelle, et sur le plan de l'expérience vécue qui se présente comme un ensemble de coïncidences inattendues entre des phénomènes différents, voire contradictoires. Sur le plan de l'écriture, le hasard joue le rôle prépondérant dans la conception de l'image poétique, dont la lumière particulière jaillit, comme le dit Breton dans le premier manifeste du surréalisme, du rapprochement en quelque sorte fortuit de deux termes qui désignent deux réalités éloignées. Ce rapprochement fortuit, qui s'impose despotiquement, comme sous l'influence de l'opium, est soumis pourtant à la nécessité intérieure que constituent les désirs refoulés, enfuis dans les profondeurs obscures de l'inconscient. Les relations entre les mots, apparemment arbitraires, absurdes, sont soumises au déterminisme du désir qui régit le déroulement de la pensée spontanée. Le texte apparaît comme une expression des processus psychiques cachés dont on ne trouve le sens qu'après coup. Le bouleversement verbal qui se produit dans un texte automatique provoque le bouleversement sémantique et ouvre la voie à la création d'une nouvelle réalité qui ne s'organise plus selon le principe de l'utilité, mais selon le principe du plaisir. Cette conception de l'écriture, qui se réfère à la psychanalyse freudienne et qui considère l'image poétique comme le fruit du hasard, qui choque la raison humaine, est propre aussi aux surréalistes belgradois, dont les relations avec les surréalistes de Paris ne reposent pas seulement sur des contacts personnels et des échanges de lettres et de textes, mais aussi sur le traitement de certains thèmes communs, comme le rôle du hasard dans l'écriture et la vie. Marco Ristić publie un exemple du texte automatique en 1924 dans la revue Témoignages, en le considérant comme un pur document du courant de la pensée non appliquée et de son jeu avec les images dont on ne peut trouver a posteriori le sens symbolique, et en présentant l'image poétique, l'emploi de la métaphore, comme une affirmation du principe du plaisir. Conscients de ces limites, les surréalistes abandonnent l'écriture automatique au profit d'une création consciente, mais ils continuent à croire à la puissance créatrice du hasard. Dans sa réponse à la question sur le miracle dans l'enquête « La mâchoire de la dialectique », publiée dans l'almanach des surréalistes serbes « L'impossible », Marco Ristić remarque que les sources de certaines métaphores de Dušan Matić et de lui-même proviennent des fautes d'impression qui donnent un sens nouveau aux textes imprimés en prouvant qu'il faut croire, je cite, à l'infaillibilité mathématique du hasard, qui entretient pourtant des relations souvent invisibles avec la nécessité. C'est ainsi que l'expression de Dušan Matić
Vrac Vračar, en serbe, en traduction française, le mage de Vračar, qui ne dit pas grand-chose en français parce que c'est un jeu de mots, qui est un jeu de mots de différentes significations fondé sur la ressemblance phonétique et morphologique, transforme tout un quartier de Belgrade qui s'appelle Vračar en un espace magique suggéré par le mot Vrac qui signifie le mage, entouré de la même auréole poétique que le passage de l'opéra dans Nadia et le paysan de Paris. Les coïncidences insolites entre les réalités incompatibles annoncent cette mythologie moderne dont il est question dans le paysan de Paris, où Aragon découvre, derrière des phénomènes apparemment fortuits, un déterminisme caché qui n'est plus soumis à la volonté capricieuse des dieux, mais à la toute-puissance du désir qui se manifeste dans la magie des mots. Dans l'anti-roman Sans mesure de Ristich, le titre d'un chapitre apparemment choisi sans préméditation anticipe ce qui le lira plus tard dans une lettre de Volpone. Le hasard sort du domaine de l'écriture et entre dans le domaine de la vie même. Le récit, qui suit le rythme de la vie du narrateur pendant un an, saisit certaines coïncidences insoupçonnées qui ne sont pas sans rappeler les rapprochements soudains et les pétrifiantes coïncidences qui caractérisent le monde surréel de Nadia, où Breton se propose de ne représenter que, je cite, les épisodes les plus marquants de la vie, mais telle qu'il veut la concevoir hors de son plan organique, soit dans la mesure même où elle est livrée au hasard. Les rapprochements soudains et les coïncidences bouleversantes qui choquent le bon sens révèlent des relations secrètes entre l'imaginaire et le réel qui abolissent leurs antinomies. Breton les appellera plus tard le hasard objectif, qu'il définira dans Situation surréaliste de l'objet comme, je cite, cette sorte de hasard à travers quoi se manifeste encore très mystérieusement pour l'homme une nécessité qui lui échappe, bien qu'il l'éprouve vitalement comme nécessité. Fin de citation. Et dans l'amour fou, en essayant de concilier Freud et Engels, comme, je cite, la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se ferait un chemin dans l'inconscient humain, comme la combinaison brusque, éclatante de phénomènes qui appartiennent à des séries causales indépendantes, donc comme l'union de l'individuel et de l'universel, de la liberté et de la nécessité. Le hasard objectif se présente comme une possibilité de concilier l'homme et le monde par une coïncidence subite entre le concours de circonstances objectives et le désir subjectif qui, grâce à ce concours de circonstances, s'accomplit et se transforme en acte. La rencontre de Nadia reproduit l'événement représenté dans l'esprit nouveau et la rencontre de Londine dans l'amour fou apparaît comme la réalisation de la rencontre imaginaire évoquée dans le poème Tournesol, écrit 11 ans auparavant. La relation causale cède la place aux coïncidences et aux analogies, suggérant un mouvement qui ne va plus de la cause à l'effet, mais de l'imaginaire, qui exprime le désir refoulé, au réel, où ce désir s'accomplit, du texte à la vie, du mot à l'acte. Le lecteur des textes surréalistes découvre un monde qui n'est pas hostile à l'homme, qui lui est au contraire favorable, mais qui échappe à la logique d'un monde où l'imaginaire apparaît comme l'anticipation du réel et le réel comme la reproduction et l'accomplissement de l'imaginaire. Dans la période où le surréalisme belgradois est à son apogée, ses représentants emploient le mot hasard sans épithète objectif, car Breton lancera le concept du hasard objectif au moment où ils auront abandonné les investigations de l'inconscient au profit d'une action concrète. Pourtant, les coïncidences insolites entre les circonstances
circonstances objectives et des désirs subjectifs qu'il considère comme des miracles sont présentes explicitement ou implicitement dans leurs réflexions théoriques et dans leurs textes. Ces réflexions sont sans doute inspirées des pas perdus de Breton, qu'il connaissait très bien. Le phénomène du hasard apparaît par exemple dans un souvenir que Van Ebor évoque dans un texte publié en 1925 dans la revue Témoignages. Un jour, il a appris que l'officier serbe, qui avait souvent joué avec lui, était mort dans la guerre, mais il n'a pas voulu l'accepter et il a déclaré qu'il avait été seulement blessé à la jambe. Quelques jours après, l'officier est rentré du front avec une légère blessure à la jambe, si bien que les mots de l'enfant sont devenus prophétiques. La réalité a confirmé la capacité, dans l'interprétation bien sûr des surréalistes, la réalité a confirmé la capacité de son désir de provoquer le hasard et de transformer un fait tragique en son accomplissement miraculeux. Dans sa réponse à la question sur le miracle, dans l'enquête La mâchoire dialectique que j'ai mentionnée, Marko Ristić se souvient que, pendant une promenade dans les rues de Belgrade, il savait tout de suite que, bien que cela fût peu probable, il allait bientôt rencontrer celle qu'il aimait et qu'il l'a rencontrée effectivement, ce qui lui a confirmé la toute-puissance de son amour, c'est-à-dire la force irrésistible du désir qui a le pouvoir de métamorphoser la réalité. Il s'agit d'une vision optimiste de la condition humaine. L'homme n'est plus victime d'une fatalité sur laquelle il n'a aucune influence et qui aboutit inévitablement à une issue tragique, mais s'il adopte un comportement lyrique, c'est le mot qu'emploie Breton, et s'affranchit du joug de la pensée logique et des convenances sociales, il a la possibilité de participer activement à un déterminisme qui correspond à ses désirs. Ce déterminisme est exprimé par la phrase d'Aragon que Ristić cite dans la préface à la seconde édition de Sans mesure. L'homme parfaitement libre est parfaitement déterminé dans le devenir. Écrite pendant la nuit où le premier cosmonaute s'est envolé dans le cosmos, en 1961, en justifiant par cet acte la foi sans mesure, comme le titre du roman, sans mesure en l'homme, exprimée dans la première édition de cet emprunt en 1928, donc plus de 30 ans auparavant, et en accomplissant le désir millénaire de l'homme d'ouvrir les portes de l'espace, cette préface se présente à son auteur comme une manifestation du hasard objectif qui a un aspect miraculeux car il transforme l'imaginaire en rêve. Tout en abandonnant les activités surréalistes au profit de l'idéologie marxiste dans laquelle le surréalisme serbe a fini par sombrer au début des années 30, Ristić ne cesse pas de croire à la puissance créatrice du hasard. En témoigne le journal ultérieur qu'il écrit en 1962, plusieurs décennies après l'extinction du mouvement surréaliste de Belgrade, après son séjour à Paris pendant la 12e conférence générale de l'UNESCO. Les moments de l'action, c'est-à-dire où le décalage entre les moments de l'écriture, les moments de l'action et les moments des souvenirs, lui permet de considérer son expérience surréaliste dans la perspective du temps. En se promenant dans les rues parisiennes, Ristić est conduit par l'automatisme des pas dans les zones profondes de son moi et les données objectives que constitue le décor parisien, donc de la ville moderne, se transforment en un champ magnétique d'une psychologie subjective en éveillant tout un réseau de réminiscences qui le ramène à l'époque de sa jeunesse, à la période héroïque du surréalisme. Par un jeu d'association et de souvenirs,
entre les éléments éloignés dans le temps, se tisse un réseau de correspondances et de coïncidences qui se projettent sur le plan extratemporel, ce qui n'est pas sans rappeler le roman de Proust auquel Ristich se réfère explicitement. Soumis au déterminisme du subconscient, les phénomènes de la mémoire se présentent comme des coïncidences entre les causalités extérieures et les exigences intérieures de l'homme, à travers lesquelles se manifeste l'union profonde de l'homme avec le monde. Il s'agit donc du hasard objectif que cette fois Ristich nomme explicitement en lui prêtant des connotations proustiennes. Je cite alors ce passage. L'oubli et la mémoire sont d'ailleurs la même chose. L'oubli est un arsenal muré qui peut rester ainsi jusqu'à la mort du sujet, mais il peut arriver à n'importe quel moment, inopinément, que n'importe quel prétexte fortuit, que n'importe quelle manifestation de ce hasard objectif, qui, d'après Engels, n'est rien d'autre qu'une forme de manifestation de la nécessité, le perce subitement et que, à travers cette brèche subconsciente, afflue dans la rue une multitude de souvenirs jusqu'à ce moment emprisonné, éveillé du sommeil qui aurait facilement pu être éternel. Fin de citation. En rejetant le roman réaliste, considéré comme un produit de la littérature, et dans ce sens négatif, par les surréalistes, les surréalistes écrivent des récits poétiques, des anti-romans, des journaux ultérieurs, des textes qui ont certaines ressemblances avec le roman, mais qui constituent à la fois sa négation, car ils ne représentent pas les éléments fictifs, mais les éléments réels, considérés dans le miroir de l'imagination et du rêve. Ce miroir exclut les moments nuls et met en relief les moments brillants de la vie, qui annoncent un déterminisme ou symbolise l'antinomie entre le hasard et la nécessité. Je cite encore une fois, car si j'existe, c'est toujours Marco Ristich dans le journal ultérieur, car si j'existe, alors je deviens. Et si je deviens, entre la nécessité et la liberté, je ne peux pas ne pas être le point de convergence et la proie de toutes les possibilités, de toutes les vitesses, de toutes les orbites, de toutes les dimensions, de tous les rêves et de tous les accomplissements, de toutes les analogies et de toutes les métamorphoses. La discontinuité est dépassée et le hasard n'est pas toujours, peut-être mais jamais, un fait accidentel. De ce qui vient d'être dit, on pourrait conclure que dans la poétique surréaliste, le hasard objectif agit à deux niveaux, ce qui correspond à leur conception de la poésie identifiée à la vie même. Au niveau du texte, où l'enchaînement de mots ou de segments narratifs a pour objectif de mettre en question la vision rationnelle du monde et de montrer la transformation de l'imaginaire en rêve. Et au niveau des rapports entre le textuel et l'extratextuel, puisqu'il se manifeste comme l'accomplissement du textuel dans un fait réel, dans la réalité vécue. Je vous remercie. Merci.